Bon. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence du CREGES. Il me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui en cette journée assez spéciale, qui est la Journée internationale des aînés. Une journée donc déclarée par l'ONU. Cette année, c'est le thème des droits humains. Et donc, c'est aussi au Québec la journée des élections. Donc, une journée importante, mémorable, qui sera pour nous au CREGES une journée mémorable en raison de la conférence qu'on va entendre. Donc, je ne vais pas faire une très longue présentation parce que le temps file très vite le midi quand on a ces conférences. Simplement me présenter, mon nom est Julie Beausoleil, je suis coordonnatrice de la recherche au CREGES, le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. Et quelques mots au sujet donc de nos présentateurs. Directement de France, arrivé il y a quelques heures seulement, hier, M. Tanguy Châtel, qui est sociologue, bénévole en soins palliatifs, auteur, en particulier, je note auteur du livre au titre mémorable et percutant, Vivant jusqu'à la mort, accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie. Il est aussi co-auteur du rapport de l'Observatoire national de la fin de vie qui a été publié en 2013, qui pose des questions fort importantes sur les souhaits et la réalité de la fin de vie en France. Et donc, il nous fait l'honneur de sa visite et nous sommes très heureux de l'avoir et de pouvoir faire connaissance davantage aujourd'hui. Cette conférence est rendue possible par, en fait, l'initiative de mon collègue, Patrick Durivage, que beaucoup d'entre vous connaissez, et qui est donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, travailleur social ici au CLSC René Cassin depuis de nombreuses années. Il est aussi responsable du pôle de pratique de pointe dans le domaine des soins palliatifs à domicile. Et parmi les nombreuses responsabilités qu'il possède, il est membre de la Commission des soins de vie du Québec depuis 2016, il est membre du comité interfacultaire en soins palliatifs de l'Université de Montréal, et pour nous, ici au sud centre-ouest de l'île de Montréal, il est membre du comité d'implantation de la loi 2. Je les remercie tous les deux de leur présentation, et il y aura discussion par la suite. Et voilà, et je remercie tout le monde aussi qui sont ici par webinaire. Merci beaucoup. Bonne présentation. Merci, Julie. Alors, merci pour les gens qui sont dans la salle. Merci pour ceux qui sont en webinaire de se joindre à nous pendant cette journée. Beaucoup de thématiques. C'est la Journée internationale des personnes âgées. Donc, la thématique de cette année, c'est partenaires pour le mieux vivre. Alors, aujourd'hui, notre discussion portera principalement sur les facteurs psychosociaux qui interviennent dans le maintien à domicile des personnes âgées et possiblement jusqu'à la fin de vie, donc les soins palliatifs à domicile en fin de vie. Je remercie toute l'équipe du CREGES qui ont vraiment insisté et nous ont encouragés à venir présenter, malgré qu'on est dans la phase encore préliminaire du projet, donc on est dans une étape de collecte de données, de réflexion d'analyse, mais on va faire un point, on va faire une petite présentation sur ce qu'on a pu dégager des premières réflexions sur notre projet. Et une grande part de la présentation, parce que ce sera un échange avec l'auditoire, avec vos questions, puis une réflexion sur justement l'accompagnement psychosocial des personnes en fin de vie à domicile. Alors, je vous remercie tous de participer. Et notre présentation doit prendre 20-25 minutes, et après ça, on a une période d'échange à peu près équivalent de temps de 20 minutes pour la suite. Alors, on remercie aussi Joanne Desrochers et André Sévigny qui font partie du projet, qui ont participé à la création de la présentation aujourd'hui. Ils ne sont pas ici présentement, mais sont en esprit avec nous et on les remercie de leur contribution. Pour la déclaration des conflits d'intérêts, malheureusement, nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Nous serions plus limités, mais sûrement plus riches si on avait des conflits d'intérêts, mais on n'a pas. Donc, on procède avec grand intérêt, par exemple, à notre présentation. Alors, plan de la présentation, c'est fort simple. On va vous présenter le projet en tant que tel d'échange Québec-France. On va présenter d'un coup de pinceau vraiment les initiatives québécoises qui ont contribué au projet, le versant français. On va passer un peu plus de temps sur les initiatives françaises pour pouvoir nous inspirer au Québec et après ça, on fera une réflexion sur
comment on peut importer certaines de ces initiatives-là au Québec pour faire avancer la discussion et la réflexion. Une petite section sur les notions et les pistes d'intervention pour le Québec, donc on fera un parallèle entre la France et le Québec. Une petite conclusion et surtout une grande place pour la discussion en fin de parcours. Alors, le contexte. Alors d'abord, moi je suis ravi d'être avec vous pour justement donner une réalité concrète à ce projet qui a fait venir en France une délégation de Québécois, a fait venir au Québec une délégation de Français. Donc comme l'a dit Patrick, ben, on est dans le traitement de ces informations, on vous en partage d'une certaine manière la primeur, mais ça donnera lieu à des articles plus tard pour compléter, vous pourrez vous y référer. Alors le contexte, déjà, on constate que en France comme au Québec, il y a une préoccupation d'ordre politique et même d'ordre sanitaire sur le maintien des personnes à domicile. Nos systèmes de santé sont en train de prendre la mesure que non seulement les gens veulent rester chez eux le plus longtemps possible, mais que ça a sans doute un avantage économique et peut-être même une vertu dans le champ de la santé, à condition de se rendre compte que quand on parle de santé, on ne parle pas que de traitement ou de médecine, mais qu'on parle bien de tout l'environnement psychosocial. Donc il y a ce contexte où des lois en France comme au Québec ont été votées de manière récente, insistent sur la possibilité de vivre sa vie le plus longtemps possible chez soi, ce qui suppose de prendre en considération ces différents aspects. Des lois récentes, des plans gouvernementaux aussi, qui ont été adoptés en France comme au Québec, et donc on est au cœur d'une actualité ou d'une prise de conscience actuelle qui doit, dans les mois et les années à venir, se décliner en politique publique. Voilà un petit peu où on en est. Au niveau des enjeux, ben on les voit, ils sont indiqués sur l'écran. Il y a, je l'ai souligné, la volonté des personnes, mais aussi des aidants, de faire en sorte que la vie puisse se vivre le plus tard possible chez soi. Quand on inclut la question des aidants, ça veut dire que, ben, on le sait, hein, les aidants sont nombreux, mais ils sont exposés à des dangers particuliers, à des épuisements, à des surinvestissements, voire à l'apprentissage d'un certain nombre de choses. Donc il faut tenir compte de la situation de santé des aidants. Être à domicile, ça peut vouloir dire aussi se retrouver seul, isolé, donc c'est une question qui doit être dans la réflexion. Cette question de l'isolement, elle se traduit par une implication nécessaire des communautés, à travers notamment un développement du bénévolat, mais c'est pas facile d'accueillir un bénévole chez soi, hein, dans un contexte qui reste un contexte privé. Et tout ceci, toutes ces préoccupations devraient, je l'ai dit, amener à une certaine évolution des systèmes de santé qui restent à définir. Alors, l'historique, est-ce que tu veux parler de la première phase du projet? Oui, alors ce projet, il est né en 2014 dans le cadre de la coopération franco-québécoise, qui est une vieille institution qui a plus de 60 ans d'existence. Et parce qu'il y a cette préoccupation des deux gouvernements, eh bien, il y a eu un premier projet qui a porté sur l'intensification des soins palliatifs à domicile, parce que la première préoccupation, c'était de faire en sorte que les gens puissent finir leur vie chez eux dans de bonnes conditions sanitaires. Et puis, à l'occasion de ce premier projet qui a été conclu en 2017, on s'est rendu compte qu'il y a un élément qui était mal exploré, qui était présent, qui avait été identifié, mais qui n'était pas suffisamment exploré, c'était les conditions, les facteurs psychosociaux qui sont déterminants dans la possibilité pour les gens de bénéficier de soins à domicile. Sinon, on se contenterait de transposer ce qu'on sait faire à l'hôpital à domicile sans prendre en considération l'ensemble du périmètre. Donc, ça a donné lieu à ce deuxième projet auquel on a contribué tous les deux. Alors, l'objectif du second projet, c'est de mieux identifier les différentes initiatives françaises et québécoises qui sont inspirantes, qui peuvent inspirer autant la France que le Québec, de connaître la manière dont les solidarités présentes dans ce contexte-là concourent, donc comment que les proches aidants, les solidarités locales, les bénévoles peuvent travailler ensemble pour assurer le maintien à domicile de la personne en fin de vie. Mieux comprendre l'accompagnement aussi dans le maillage des ressources. Il y a beaucoup de ressources dans les communautés, autant en France qu'au Québec, mais comment les proches et la personne en fin de vie se retrouvent dans cette pléthore de ressources et d'accompagnement. Alors, c'est un souci qu'on peut avoir parce que des fois, l'expression a trop
trop embrasser mal-étreint. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources qu'on va vous présenter. Et aussi faire une petite recension et une petite réflexion sur les ressources numériques qui sont disponibles auprès des proches aidants en fin de vie, leur utilisation, leur pertinence, et est-ce qu'on devrait adapter ces ressources-là pour être plus près de la réalité des proches aidants. Donc, on va faire une petite présentation là-dessus. Alors, au niveau financier, Tanguy va nous présenter les partenaires. Alors, on a eu la chance d'être soutenu formellement par cette coopération, cette commission permanente de la coopération franco-québécoise qui a permis d'avoir une légitimité gouvernementale pour lancer ce projet, mais ça suffisait pas d'un point de vue financier. Vous savez aussi bien que moi que les pouvoirs publics en France comme au Québec ne sont plus les suffisants pour promouvoir ce type de travail. Donc on s'est appuyé sur le CREGES, qu'il faut remercier ici, et de nous avoir soutenus et de permettre de prolonger cette réflexion. Mais au Québec, la maison Michel Sarrazin, que vous connaissez, de réputation au minimum, on a introduit dans le cadre de ce projet, au cours de l'eau, c'était pas initialement envisagé la réflexion sur les soins palliatifs pédiatriques, parce que on s'est rendu compte que ça posait une question par rapport au domicile de nature particulière. C'est-à-dire autant les adultes, on pouvait s'imaginer qu'on les mettait dans des centres spécialisés, type la maison Michel Sarrazin, autant pour les enfants, l'articulation avec le domicile était essentielle. Et finalement, on a travaillé avec le phare pour se rendre compte que le phare procure plus du répit que de l'hébergement tel qu'on l'entend traditionnellement dans le champ des soins palliatifs, même s'il y a cette possibilité aussi. Donc le phare nous a soutenus, et puis en France, c'est la Fondation des Diaconesses de Reuilly qui gère notamment 3 maisons de soins palliatifs, 2 près de Paris et 1 dans le nord de la France. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui avait soutenu le premier projet et a soutenu le deuxième aussi, et dont je suis administrateur, et puis un fonds privé qui est détenu par une bénévole en soins palliatifs. Donc tout ça a permis de construire le projet, parce qu'il fallait non seulement pouvoir financer des actions de recherche, mais toute la continuité, c'est-à-dire la publication et éventuellement même la traduction après de nos travaux. Au niveau des initiatives françaises et québécoises, on va vous présenter les critères de sélection. Voici au tableau, on s'intéressait à une clientèle adulte et pédiatrique. On voulait avoir un caractère inspirant, donc qui pouvait contribuer à la réflexion de part et d'autre. On voulait aussi un potentiel de transférabilité, donc on pouvait transposer d'un territoire à l'autre, et d'avoir des initiatives qui sont toujours en cours d'opération. Donc, s'il y avait des initiatives inspirantes, mais qui étaient déchues ou plus existantes, c'était plus pertinent pour nous. Un des grands critères, c'est la disponibilité des ressources lors de nos séjours. Donc, nous, on est en France au mois d'avril et la délégation française est venue au mois de mai. Donc, on a fait en sorte d'avoir les horaires concomitants. Pour la liste, ainsi que celle qui a contribué sur la réflexion sur les initiatives qui seraient inspirantes. Donc, il y avait un genre de regard plus macro et qui nous ont soumis une liste d'initiatives que nous, on a revues et qu'on a aussi approuvées. Donc, c'était un processus itératif entre les différents partenaires et nos intérêts personnels, les intérêts envers la recherche. Alors, les initiatives françaises, on va laisser Tanguy commenter. Déjà sur la dimension inspirante, on s'était rendu compte dans le premier projet que y a des choses en France qu'on fait depuis longtemps et qui ne nous inspirent plus parce qu'elles font partie du paysage, mais qui pouvaient se révéler inspirantes pour les Québécois. On s'est aussi rendu compte que quand les Québécois viennent en France, ils nous aident à valoriser quelque chose qui, comme je viens de le dire, fait partie de notre paysage. Donc on peut se rendre compte que c'est non seulement inspirant, mais que ça pourrait être innovant, alors même que ça ne l'est plus, ça ne le semble plus être, puisque nous, on travaille de manière régulière avec certaines choses. Et la réciproque était vraie. Donc il y a eu une dynamique vertueuse dans le fait que faire venir des gens qui portent un regard extérieur sur nous a permis de valoriser nos propres initiatives et réciproquement. Alors sur la France, on en avait sélectionné
17 qui sont ici, que vous retrouverez dans le document qui sera accessible. C'est aussi bien des initiatives dans le champ psychosocial, des initiatives que nous on appelle en France associatives, qu'ici vous appelleriez davantage communautaires, des initiatives pour créer des lieux d'accueil, des maisons de soins palliatifs ou des maisons d'accompagnement d'une manière générale. Alors là, nous, on en a assez peu en France. Vous avez une culture des maisons, donc vous voyez, c'est intéressant d'avoir ce regard croisé. Les initiatives qu'on a continué à explorer, c'est par exemple l'hospitalisation à domicile, qui est quelque chose qui existe en France depuis longtemps et qui commence à s'implanter au Québec suite au premier projet qu'on vous a évoqué tout à l'heure. Et puis des actions à destination de publics particuliers, à destination des publics précaires, par exemple, des personnes qui sont en grande difficulté sociale, ou à destination des jeunes, notamment des jeunes aidants, parce qu'on a cette population qui est totalement méconnue en France, où des personnes de moins de 18 ans se retrouvent à être l'aidant principal de leurs parents ou de leurs frères et sœurs âgés. Des initiatives du monde économique aussi, des entreprises comme le groupe La Poste, qui fait la distribution du courrier, qui a pris la mesure de sa nécessaire implication dans ces problématiques-là. Des sujets autour du répit, des sujets autour de l'incidence, enfin de la responsabilité des collectivités locales, notamment les métropoles. Donc on voit que petit à petit, on était parti d'une question, voilà, la dimension psychosociale autour de la fin de vie, et on s'est rendu compte qu'il y avait une pluralité d'acteurs qui mettaient en œuvre des choses, lesquelles n'étaient pas forcément articulées ensemble, et que peut-être un projet comme ça allait permettre de créer du lien entre des acteurs qui sont parfois un peu isolés sur le terrain. Et puis on a eu des rencontres avec Vincent Morel, je vous ai évoqué un plan gouvernemental en France, c'est le responsable du plan, et avec Régis Aubry, qui est en France une des personnalités, qui vient parfois d'ailleurs au Québec, et qui est une des personnalités les plus actives dans la promotion des soins palliatifs. Au niveau du Québec, alors voici la liste de tous les organismes qui sont venus, et je souhaite les remercier grandement pour leur participation, parce que ça a été un peu une session de speed dating, de rencontre marathon. Alors, ça a été vraiment beaucoup de ressources présentées en peu de temps, donc je souhaite les remercier beaucoup. Vous avez, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran parce que c'est relativement pâle, alors vous avez les ressources qui sont en bleu. Donc, l'étoile de PACO, soins complexes à domicile pour enfants, le phare, deuil jeunesse, le centre Filou. Alors, c'est des ressources qui sont plus en pédiatrie. Et les autres, c'est plus à clientèle adulte ou en soins de fin de vie. Alors, pour nommer quelques-uns, je ne nommerai pas tout l'ensemble, mais parce que vous les connaissez tous, moi je l'espère. Alors, il y a la Société des soins palliatifs du Grand Montréal qui sont venus faire une présentation. L'hôpital Mont-Sinaï, avec leur perspective à domicile, ont fait une présentation. Éducalois, qui présente la loi au grand public, qui contribue aussi d'une façon informationnelle. Et au niveau du Québec, la Ville de Québec et le collectif Isolement des aînés qui ont des ressources. Les petits frères du Québec, ils ont aussi l'équivalent en France, la Maison Sarrazin, etc. Alors, toutes ces ressources-là contribuent d'une façon directe ou indirecte aux soins de fin de vie. Et on va le voir comment ces articulations peuvent nous aider à avoir un éclairage nouveau. Alors, comment réunir toutes ces ressources, ces initiatives-là avec un modèle ou une perspective pas forcément linéaire, mais dans un parcours? Alors, on voit, on a une quarantaine de ressources. Et comment est-ce qu'ils interviennent à différents moments dans la perspective de la personne en fin de vie? Alors, on a décidé de mettre 4 groupes, 4 blocs. Le premier bloc, c'est vraiment la lutte à l'isolement social, qui est vraiment une réalité autant en France qu'au Québec. Il n'y a pas si longtemps, dans l'actualité, il y avait un article sur les personnes seules à Montréal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publication-là. Alors, il y a de plus en plus de gens qui sont seuls à Montréal, même des gens qui meurent seuls à Montréal. Alors, c'est une réalité des grandes villes. Alors, comment on peut rejoindre ces gens-là qui sont seuls et sans ressources et qui ne sont pas forcément associés à une ressource communautaire ou associés au réseau de la santé et à d'autres ressources communautaires. L'autre bloc, c'est le soutien à domicile. Lorsque la perte d'autonomie se manifeste, les ressources à domicile vont intervenir auprès des personnes à domicile ou dans d'autres milieux, résidences privées, on peut les décliner à l'infini. Et éventuellement, lorsque la perte d'autonomie va s'accentuer, il y aura une nécessité d'intensification de services. Alors, il y a certains de nos partenaires qui vont se rajouter en plus des services à domicile
pour offrir des soins de fin de vie. Et en bout de course, bon, l'accompagnement en fin de vie et par rapport au deuil doit faire partie de l'équation. Donc, on s'est questionné par rapport où ces différentes ressources interviennent. C'est sûr qu'on peut commencer du rebours par rapport à la fin et refaire le filon. J'ai pris une analogie d'une pelote de laine, qu'on a la fin, on a la mort de la personne, et comment on défile cette pelote-là pour comprendre tout le parcours de la personne qui a mené vers cet décès ultime, quelles sont les ressources qui devraient être mises en cause, et comment le continuum de service peut être amélioré pour s'assurer qu'il y a un passage fluide entre les différentes phases de la fin de vie d'une personne âgée. Donc, c'est le genre de réflexion qu'on va poursuivre, et on va vous présenter les ressources et les initiatives en France, et après ça, on aura une discussion comment ça peut nous inspirer pour le Québec. Alors, au niveau de l'isolement social. Donc, on a effectivement cette réflexion dans le champ sanitaire de dire qu'il faut une continuité des soins tout au long d'un parcours du patient, mais quand on prend en compte les aspects psychosociaux, on se rend compte qu'on a besoin d'une continuité d'accompagnement et pas que d'une continuité de prise en charge dans le champ de la santé. Et donc ça, c'est des réflexions qui sont encore un peu insuffisantes aujourd'hui, c'est d'articuler les ressources sanitaires et les ressources psychosociales dans cette lecture en forme de continuité qui suppose une anticipation, qui, comme Patrick l'a dit, qui suppose une intensification au moment de la fin de vie et du décès, et qui suppose aussi de pouvoir suivre encore après le décès les personnes dans les effets que le deuil peut provoquer, par exemple, sur les aidants ou sur la famille. En France comme au Québec, il y a depuis longtemps des associations ou une action bénévole au travers des Petits Frères des Pauvres qui, initialement, ne s'occupent pas de fin de vie, s'occupent de lutter contre l'isolement des aînés, mais de fait, parce qu'ils créent des relations solidaires dans la durée, ils se retrouvent en situation d'être aussi là dans les moments de la fin de vie. Donc là, on voit que c'est le mouvement inverse. C'est des acteurs qui n'étaient pas concernés par la fin de vie et qui le deviennent du fait que la thématique de la fin de vie s'amplifie. Donc ça, je ne m'y arrête pas longtemps parce qu'il fonctionne de la même manière en France, même si au Québec, ils s'appellent les Petits Frères et pas les Petits Frères des Pauvres. C'est la même structure, hein, ils font partie de la même fédération au niveau international. Ce qui est plus intéressant, sans doute, c'est donc les Petits Frères, ils ont un savoir en matière d'accompagnement sur lequel on peut capitaliser. Leur apport, c'est de créer vraiment ce qu'ils appellent un jumelage, c'est-à-dire une relation solide, pérenne, au risque que ça soit une relation qui devienne presque trop investie entre deux personnes. Donc là aussi, ils ont leurs propres difficultés pour connaître les limites de leur accompagnement. L'autre expérience qui est plus modélisante, c'est celle qui en France s'appelle Monalisa, ce qui veut dire mobilisation nationale de lutte contre l'isolement social des aînés. Et en fait, en France, comme peut-être au Québec, mais dans une moindre mesure, me semble-t-il, on a l'habitude de fonctionner en attendant tout de l'État. Et donc, c'est l'État qui doit réfléchir, puis poser un cadre de travail et donner des impulsions, lesquelles sont déclinées au niveau local. Et on se rend compte que ça ne marche pas très bien, que cette manière étatique, elle a des raisons historiques d'exister, mais qu'elle a aussi de très grosses limites à l'heure actuelle. Et donc, le collectif Monalisa s'est créé en 2015 avec une loi qui avait été votée pour justement anticiper le vieillissement de la population. Et sa méthodologie, c'est de dire, faisons l'état des ressources sur un territoire, faisons cet inventaire, créons du lien, invitons les gens à se mettre en relation les uns les autres, et dans chaque bassin, dans chaque territoire, il peut y avoir une dynamique qui va se créer, en évitant surtout de créer une nouvelle structure qui aurait vocation soit à superviser, soit à englober les précédentes. Au contraire, on va fonctionner de manière beaucoup plus transversale, en travaillant avec ceux qui peuvent, et on va voir ce que ça produit. Et l'idée donc était vraiment de repartir au plus près du terrain, en s'appuyant sur les bonnes volontés, mais aussi sur les compétences, et de ne pas investir ou de ne pas impliquer trop tôt les pouvoirs publics. Et ça a bien marché, ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 équipes citoyennes qui se sont créées sur le territoire français en moins de 3 ans, parce que Monalisa a démarré en 2015. Et donc, on voit que
Il y a des partenaires institutionnels qui sont signataires de la charte Mona Lisa, il y a des entreprises, il y a des communautés ou des associations, et que tout ça a une dynamique parce qu'on est dans un temps sociologique où les gens ont plus envie d'agir que d'attendre une réponse qui viendrait du haut. Donc il y a une dynamique qui étonne même les porteurs du projet Mona Lisa, et qui aujourd'hui s'étend, puisque ce projet qui était au départ appliqué à l'isolement social des aînés, maintenant on l'applique au handicap, on est en train de commencer à l'appliquer au handicap pour lutter contre l'isolement des personnes handicapées, on est en train de commencer à l'appliquer aux malades, personnes atteintes de maladies chroniques. Et donc c'est plus une méthodologie de réponse locale qu'un projet qui serait bouclé en soi. Donc ça c'est assez inspirant, et surtout c'est d'autant plus inspirant que ça marche. Voilà. Donc on peut essayer de capitaliser là-dessus. C'est bon? Ouais, c'est bon pour Mona Lisa. D'accord. Alors, pour le volet soutien à domicile, il y a deux initiatives qu'on voudrait vous discuter aujourd'hui. L'un, c'est l'Allenvie, et l'autre, c'est le Centre national des soins palliatifs et de fin de vie. Alors, Allenvie, c'est vraiment une petite initiative que j'ai trouvée vraiment très, très, très inspirante. C'est de prendre les gens qui sont près au chevet de la personne âgée, donc les auxiliaires. Nous, on a des auxiliaires familiales et sociales ou les préposés bénéficiaires qui se rendent à domicile, et comment faire en sorte de les mobiliser et de vraiment les engager dans le processus d'accompagnement des personnes à domicile. Alors, ils ont décidé de prendre un modèle différent, de vraiment organiser des petites communautés de préposés et d'auxiliaires, et qui sont responsables non seulement des soins à domicile, mais qui sont aussi responsables de l'évaluation de qualité des services, qui sont responsables d'alimenter les informations sur la personne à domicile et de gérer eux-mêmes le recrutement et de participer à la formation. Donc, c'est vraiment un aspect de vraiment une gouvernance inversée. Ce sont les préposés eux-mêmes qui, en petits groupes, se forment, créent une association, développent l'approche et va voir le client et vraiment adaptent les services en fonction du besoin du client. Donc, ils sont très flexibles dans l'offre de services et ils adaptent constamment leurs ressources et leurs services en fonction du moment présent de la personne. Donc, c'est vraiment un aspect innovateur de vraiment être au cœur et aux besoins des personnes en fin de vie et des soutiens à domicile, mais d'avoir une vision de gestion où la personne, le préposé, s'occupe non seulement de Mme Tartampion à domicile, mais on va aussi voir à recruter une collègue de travail qu'elle connaît pour dire, viens, notre organisation, on est flexible, on a aussi une association qui permet d'avoir une stabilité d'emploi, ce qui semblait une problématique en France, où ces préposés avaient une précarité d'emploi, et cet organisme a dit qu'il faut vraiment investir dans ces soins et investir avec une nouvelle façon de voir l'organisation de service. Alors, Allenvie aussi a développé une plateforme numérique pour gérer leur clientèle. Alors, le préposé reçoit l'information sur son cellulaire sur les besoins de Mme Urtubise et qui vraiment a l'information sur son cellulaire et peut alimenter par rapport à ce qu'elle voit à domicile sur les différents besoins de la personne. De plus, ils ont des formations vraiment disponibles en ligne. Donc, entre deux déplacements, un préposé peut voir comment faire une approche thérapeutique auprès d'une personne atteinte d'une démence d'Alzheimer, se tape une petite formation de 10-15 minutes, et quand ils vont à domicile, bref, ils peuvent appliquer directement l'information. Donc, c'est vraiment une plateforme numérique et un échange d'informations, mais aussi de formation auprès de ces préposés à domicile. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à la page. Et les responsables de ce projet-là, leur but, c'est vraiment de faire éclater le modèle d'agence privée et de vraiment mettre les gens mobilisés à la gestion des ressources humaines. Donc, c'est vraiment une vision autre qu'on pourrait peut-être forcément importer à une peut-être plus petite échelle, mais bref, on pourrait en parler plus tard. Au niveau des centres nationaux des soins palliatifs, alors ça, c'est une ressource que je voulais absolument aller voir parce que c'est un centre national d'information, de documentation. Ils ont une grande bibliothèque, autant documents, vidéos, numériques, documents papier, tout ce qui est sur les soins de fin de vie en France. Ils ont développé un document assez impressionnant, c'est un atlas des soins palliatifs de fin de vie. Donc, c'est un recensement de toutes les ressources disponibles en France sur les soins palliatifs. Je
pense qu'au Québec, on a grandement besoin de ça aussi pour pouvoir aider nos personnes à s'orienter vers les soins de fin de vie disponibles dans leur région. Ils ont une ligne téléphonique où les gens, les professionnels peuvent appeler pour savoir où sont les ressources. Ils ont un site Internet très actif. Ils animent aussi des soirées d'information dans différentes communes de la France pour vraiment informer les gens sur les soins palliatifs, les ressources en place, donc d'informer le public. Et ils participent aussi au débat et au suivi des politiques de la France. En France, présentement, ils ont un débat sur les études bioéthiques, donc ils se questionnent sur les soins palliatifs, sur l'euthanasie, sur d'autres enjeux au niveau éthique. Donc, ils sont très impliqués aussi. Et Tanguy peut nous parler des différents documents qu'ils ont produits dans les dernières années, que je vous conseille fortement d'aller voir et qui permettent de vraiment illustrer les différents parcours de fin de vie des personnes âgées. Donc, est-ce que tu peux les documents qui sont cités là sont des documents qui avaient été produits par l'Observatoire national de la fin de vie, dont j'ai fait partie, ça a été évoqué en présentation. À l'époque, en 2010-2012, on n'avait quasiment aucune donnée objective sur la manière dont les Français finissaient leur vie. Donc il y avait beaucoup de fantasmes, beaucoup d'affirmations, mais qui n'étaient pas appuyées sur des études scientifiques. Donc on avait créé, enfin le ministre de la Santé à l'époque avait créé l'Observatoire national de la fin de vie. On a produit 4 rapports, un état de la fin de vie en France, ça c'était le premier, vivre la fin de vie chez soi en 2012, les personnes âgées et fin de vie et précarité, pour montrer que le champ de la fin de vie ne se réduit pas qu'à la maladie aiguë, à une population qui est historiquement bien identifiée, mais qu'aujourd'hui c'est une thématique qui traverse. Le Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs, dont Patrick vient de parler, aujourd'hui a récupéré les attributions de l'Observatoire national de la fin de vie qui n'existaient plus, mais ces documents sont en ligne, vous pouvez aller les retrouver. Ils sont intéressants d'un point de vue des informations qui y figurent, mais aussi d'un point de vue de la méthode de travail. Parce qu'on a voulu travailler beaucoup sur des parcours, donc on a été interroger les gens, on a essayé de faire un travail plus qualitatif que simplement quantitatif, que ça nous paraît très réducteur de travailler la fin de vie que sous une approche quantitative. Et il y a aussi des études sur les EHPAD, sur les HAD. Il y a beaucoup de ressources qui sont en ligne sur le site du Centre de la fin de vie et des soins palliatifs. Là où c'est un peu compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ce centre est en train de mettre en œuvre des actions plus de communication pour faire connaître la loi, pour faire connaître les droits, et moins des études scientifiques. Donc, parce qu'ils ont moins la ressource en interne, on craint qu'on ait une pénurie d'informations dans les 3 ou 4 ans qui viennent, puisque vous le savez, hein, pour obtenir de l'information, il faut faire des études scientifiques et ça prend un peu de temps à valider. Mais en tout cas, le centre existe et il a au moins effectivement ce mérite-là. Les rapports, je vous invite à les consulter, et c'est écrit d'une façon vraiment pour le grand public, pour que le grand public comprenne. Donc, malgré ça, ils font état des recherches, c'est vraiment très bien vulgarisé pour que les gens puissent comprendre, OK, j'ai une maladie chronique qui va évoluer vers les soins palliatifs, donc c'est très bien illustré pour que monsieur et madame tout le monde puisse bien comprendre. Au niveau des initiatives vers l'intensification de services, on a retenu deux initiatives qu'on va vous présenter. Alors, la Fondation France Répit, alors c'est une belle ressource qui sont instituées d'abord à Lyon, qui ont des ressources autant à domicile avec une équipe mobile. Alors, c'est une équipe qui va à domicile, qui vont faire l'évaluation des besoins de répit du proche, mais non seulement du proche, mais de la famille. Donc, c'est vraiment une approche holistique de vraiment bien cerner la problématique sur non seulement la perte d'autonomie, mais l'impact que ça a sur la famille. Et ils peuvent accueillir la famille, toute la famille entière, à leurs ressources, donc dans leur maison de répit. Donc, ce n'est pas seulement la personne âgée indépendante qui vient à la ressource, mais aussi les membres de la famille peuvent venir à la ressource pour passer du temps avec la personne âgée en famille. Donc, c'est vraiment une approche qui se fait dans la continuité. Ce n'est pas seulement un répit dans un temps X vraiment très déterminé sur 2 semaines. Il y a un suivi d'abord par l'évaluation. Après le répit, il y a aussi un suivi dans la continuité pour prévenir d'autres épuisements du proche aidant. Donc, de mobiliser la famille, de mobiliser d'autres ressources en place pour permettre justement un accompagnement dans la continuité. Donc, ce n'est pas vu comme un épisode temporaire très circonscrit, c'est vraiment sur la continuité. Donc, je trouve cette initiative très intéressante. Ça offre aussi, leur clientèle, c'est pour des clientèles de 0 à 60 ans. Et ce qui est très bien avec cette ressource, c'est qu'ils ont aussi un programme de recherche. Donc, vous avez un programme de recherche de plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros, oui. Donc, de vraiment documenter les besoins des proches aidants avec un sondage auto-administré sur une population qui se veut d'un grand échantillon, afin de faire des recommandations au niveau du ministère par la suite sur les besoins des proches. Quels sont-ils? Est-ce que c'est au niveau informationnel, au niveau du répit,
au niveau d'une meilleure coordination des services. Alors, ce sondage-là va permettre de vraiment faire un état sur la situation des proches, mais aussi de faire des recommandations concrètement au ministère. Alors, c'est sur un lieu magnifique. Je vous invite à aller voir le site Internet pour voir la maison qui est finie de construire. C'est vraiment un air ouverte, très beau, très champêtre et très petit. J'ajouterais juste une chose qui me vient comme ça pour la Fondation France Répit. Comme très souvent, c'est une initiative de quelqu'un qui a été confronté à la situation d'aidant pour avoir perdu une jeune fille à l'âge de 12 ans. Et donc, il a mesuré dans son expérience la complexité de l'expérience d'aidant, mais il ne s'est pas contenté simplement de créer, comme on le voit très souvent, à plein d'endroits, une initiative qui resterait un peu locale. Il a eu suffisamment de perspicacité pour mobiliser les pouvoirs publics au point que le thème du répit est véritablement désormais devenu un thème qui n'est plus anecdotique en France, sur lequel il y a encore trop peu d'informations, d'où l'importance d'avoir un programme scientifique, mais sur lequel il y a une vraie conscience que c'est là que se jouent énormément de choses. Il vaut mieux être dans le préventif que dans le curatif. Donc, on peut saluer l'aspect d'évaluation qui est souvent manquant dans plusieurs initiatives qu'on a rencontrées. L'autre source, on parle de nouveau de JAD, alors Jeunes Aidants Ensemble. Ça peut sembler bizarre de présenter cette ressource-là dans une journée de personnes âgées, mais sauf c'est de faire éclater la vision qu'on a de la proche aidance. Alors, les proches aidants, ce n'est pas seulement des personnes conjointes, elles-mêmes en perte d'autonomie, mais aussi des proches de la famille et bien souvent des jeunes enfants qui peuvent aider à l'occasion, soit aider avec les médicaments, aider à déneiger l'entrée de la maison. Donc, les proches aidants peuvent aussi être des jeunes mineurs. Alors, ce qu'ils ont à faire, c'est d'abord de faire état de cette situation, de mettre un peu d'éclairage sur cette réalité-là, en offrant des ateliers cinéma pour que les jeunes puissent faire un petit film sur leur réalité des proches aidants. Alors, pour mission, c'est de rendre la situation des proches aidants mineurs à la lumière de la population. Donc, ils ont une page Facebook, ils sont très animés, ils ont des lancements des courts-métrages qu'ils font. Donc, leur mission, c'est vraiment de faire la reconnaissance de l'existence des proches aidants jeunes et de la nécessité de les soutenir. Non seulement d'appeler la DPJ ici, parce qu'on les croit vulnérables, parce qu'ils ont un parent qui est en fin de vie, mais de les soutenir dans leur réalité de proches aidants. Donc, de ne pas de les dans une version punitive, mais vraiment une perspective d'accompagnement. Au niveau des ressources d'accompagnement de fin de vie, alors l'hospitalisation à domicile. Alors l'hospitalisation à domicile, c'est quelque chose qui existe en France depuis une vingtaine d'années à peu près, qui est parti de l'idée que à domicile, on devait pouvoir bénéficier des mêmes ressources, de la même expertise médicale qu'à l'hôpital, mais avec, fallait pas s'en cacher, sans doute un coût moindre. C'était quand même le moteur premier, c'était pas tellement le confort des patients. Ça, ce sont des revendications qui sont venues de manière plus récente en France. L'intérêt, c'est que l'hospitalisation à domicile, au départ, n'était pas ciblée sur les questions de fin de vie. Mais comme j'ai évoqué tout à l'heure les petits frères des pauvres qui s'occupaient d'abord des personnes âgées et par extension se sont mises à s'occuper des personnes âgées en fin de vie, et bien l'hospitalisation à domicile a suivi un peu le même parcours et a été obligée de prendre la mesure qu'une fois que quelqu'un était à domicile, l'idée c'était de le maintenir à domicile et d'éviter la réhospitalisation en urgence, d'éviter le retour dans les services curatifs à l'hôpital. Et donc la HAD a dû intégrer, ce qui n'est pas le cas partout, hein, il y a environ 300 HAD en France, c'est beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça qui ont des compétences en matière de soins palliatifs, mais elles sont obligées de fait de les intégrer. Donc ça, c'est déjà une première manière dont la question de la fin de vie gagne la culture hospitalière, même quand c'est une culture hospitalière à domicile. Et puis, on s'est rendu compte que, un peu, vous voyez, sur cette ligne directrice, là, on a mis la question du deuil, parce que les HAD ne peuvent pas se contenter de dire, bon, bah, une fois que la personne est décédée, nous, on s'en va et on va s'occuper d'une autre famille, d'une autre équipe, il y en a qui le font. Mais l'extension du champ de la HAD amène aussi à voir quelles sont les conséquences d'avoir vécu sa fin de vie chez soi, quelles sont les conséquences d'un décès à domicile. Et donc, il y a des équipes de HAD qui interviennent, continuent d'intervenir dans le cadre du deuil. Et le troisième champ d'extension de la HAD, c'est que, au départ, c'est bien l'hôpital à domicile, et ils ont été obligés d'inclure des équipes de psychologues, des équipes de travailleurs sociaux,
d'inclure des équipes de bénévoles. Donc petit à petit, c'est la culture hospitalière qui change à travers la fréquentation du domicile, à travers les exigences du domicile, et on espère que petit à petit, c'est pas que la culture hospitalière à domicile qui change, ce soit la culture médicale qui évolue vers une prise en charge davantage globale, en mesurant l'importance de cet accompagnement psychosocial tout au long du parcours. Mais je ne vous cache pas qu'il y a encore, les cultures médicales ont la vie dure, donc il y a encore un certain chemin à parcourir pour parvenir à cette extension du champ du soin grâce au domicile. C'est vraiment le lieu de vie et donc les particularités de ce lieu de vie qui viennent bousculer les cultures. Donc la HAD, c'est incontournable aujourd'hui en France, mais c'est perfectible. Et puisque vous, au Québec, vous commencez à implanter les HAD, on est très heureux de vous faire part de nos dysfonctionnements pour que vous puissiez éviter de faire les mêmes. Mais on sait que l'être humain aime beaucoup retomber dans des erreurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler brièvement du suivi médical en France? Parce qu'on a une certaine vision au Québec, chaque Français a son médecin de famille qui va à domicile. On est toujours dans cette mode qu'il y a beaucoup de soins médicaux qui sont offerts près de la commune ou près de la personne. Ben, c'est plus vrai. Ça n'est plus vrai, hélas, puisque depuis les années 70-80, on a développé les grands centres hospitaliers universitaires, et donc on a développé une culture de la performance sanitaire, et petit à petit, ben, les médecins de famille ont disparu. Alors on a une obligation d'avoir un médecin traitant, mais qui n'est pas un médecin de famille, parce qu'il ne connaît pas forcément l'ensemble de la famille, et en plus il ne va plus à domicile. Donc on est en France face à une problématique qui donne lieu en ce moment à un rapport parlementaire de désertification médicale, pas simplement dans les territoires ruraux, mais aussi en ville. Et donc l'hospitalisation à domicile n'est pas la solution à l'absence de médecins de proximité. Parce que c'est une structure lourde qui a la capacité de gérer des situations complexes, mais ça n'est pas la structure qui va offrir le lien de confiance, la connaissance intime de la famille. Elle connaît le dossier médical, mais c'est jugé insuffisant. Donc on a aujourd'hui une difficulté pour développer des soins de proximité qui, tout en s'affranchissant de ce poids historique et très lourd de l'hôpital à domicile. Donc de ce point de vue-là, on est intéressé aussi de voir, ça fera l'objet de la suite de notre étude, comment les solidarités de proximité se construisent au Québec, comment les approches communautaires participent de la mission de surveillance et de soins, parce qu'en France, on a beaucoup de lacunes sur ces points-là, c'est clair. Merci. Alors, oui, au terme de ces... Là, on vous a livré qu'une toute petite partie de nos observations, et puis je vois que le temps file, donc il faut qu'on se donne un temps pour la discussion. Donc très rapidement, dire que ce que cette étude évoque pour nous, c'est le fait qu'on ne peut pas se contenter de plaquer les logiques hospitalières sur le domicile, ça ne marchera pas. Ça sera même sans doute pas éthique et signe de violence. Et ça ira dans le sens d'un appauvrissement du soin. Donc il nous faut penser autrement et penser à partir du domicile pour faire évoluer les ressources en fonction du domicile. Et donc il faut penser à partir du couple aidant-aidé, de leurs besoins qui sont complexes, qui peuvent être divergents entre les besoins de l'aidant et les besoins de l'aidé. Et donc on y voit, nous, une occasion de regarder la question du soin autrement. Ça, c'est une des premières réflexions qui nous vient. On se met à penser autrement, mais on peut envisager d'agir autrement. Donc j'ai évoqué l'approche Mona Lisa qui permet de partir des ressources disponibles localement. Ça nous semble extrêmement inspirant et source d'innovation. L'obligation de pensée sanitaire et psychosociale, donc les deux piliers qui correspondent aux deux piliers des deux travaux de recherche que j'ai évoqués au début. Ça, si on ne fait pas ça, on n'agira pas. On croira régler des problèmes de santé, on les traitera, simplement, mais on n'accompagnera pas correctement. Et puis cette extension dans le champ qui va de l'anticipation bien avant les symptômes les plus graves jusqu'à la prise en compte du deuil. Et donc vous voyez qu'autour de la réflexion posée sur le domicile, eh bien, soit on fait évoluer nos cadres de pensée et donc nos cadres d'action, soit on va durcir le système et on se reposera la même question dans 5 ans. Donc je pense que c'est important aujourd'hui d'oser penser
autrement pour agir autrement. Donc, suite à ce qu'on vient de présenter, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne sur les initiatives ou sur... Oui. Oui. Moi, j'avais une question par rapport à la France. Par rapport à votre financement. On sait qu'ici au Québec, pour avoir du financement dans les milieux communautaires, il y a beaucoup de rapports d'activité à émettre au gouvernement. Et avec une population qui va vieillir, qui vieillit de plus en plus, à court et moyen terme, qu'est-ce qui pourrait... Est-ce que les budgets seront en mesure d'être là? Donc, je répète la question. La question, c'est le financement de ces différentes actions. On sait que c'est difficile aujourd'hui de trouver des financements et qu'à chaque fois qu'il y a des financements, il faut en plus faire des tonnes de rapports pour expliquer d'où ça vient. Donc, quelles sont les perspectives, si je reformule votre question, financières pour soutenir ce type d'action? Oui. Alors, le premier élément de réponse, c'est d'imaginer que ça coûtera moins cher. On ne l'a pas encore démontré, hein, que ça coûte fondamentalement moins cher d'être à domicile que d'être à l'hôpital. Bien sûr que ça coûte moins cher, mais il faut pouvoir le justifier un peu plus précisément. Parce que c'est la condition pour obtenir des financements, c'est de pouvoir évaluer le coût. Et le coût pas simplement économique, mais le coût social. Ou tout au moins l'économie sociale que ce petit coût économique permet de réaliser. Donc on est obligé d'avoir une approche en termes de avantages, bénéfices, déficit, un peu plus structuré. Comment est-ce qu'on procède en France aujourd'hui? Eh bien, on sait qu'on n'aura pas les financements publics pour le faire. C'est une forme d'hypocrisie de la part du gouvernement de dire « je vous soutiens, mais je n'ai pas de moyens à vous donner ». Hier, on a publié le taux de notre dette publique qui maintenant atteint 99% de notre PIB. Donc, on ne va pas l'augmenter encore indéfiniment. Alors, ça veut dire qu'on est obligé de mettre dans la boucle les entreprises, les acteurs économiques. Parce que ça devient leur intérêt. Et il faut pouvoir argumenter sur le fait que les entreprises doivent soutenir ce type d'initiative à domicile. Et un des axes pour le faire, c'est de parler des aidants. En France, la moitié des aidants sont en activité professionnelle. Donc si les entreprises veulent pouvoir faire face à la situation ça se chiffre en millions, hein, ça serait 5,5 millions d'aidants qui seraient en activité professionnelle. Si les entreprises n'aident pas d'une manière ou d'une autre, elles vont être confrontées à des problèmes d'absence au travail, des problèmes d'arrêt de maladie, des problèmes d'épuisement, voire des problèmes de médiatisation, parce que la souffrance au travail est devenue un enjeu majeur, à la fois pour la performance, mais aussi pour l'image des entreprises. Et donc, nécessité fait loi sans doute, mais on y voit que les entreprises peuvent devenir des acteurs sociaux, et en ce moment, on a en discussion en France la loi qui s'appelle Pacte, et qui réfléchit sur la responsabilité sociale des entreprises. Voilà. Donc on est en train de glisser. Mais s'il n'y a que le financement des entreprises, il n'y aura rien, parce qu'en fait, il faut financer des actions. Donc les actions doivent être locales. Chez vous, elle est développée, la philanthropie. Chez nous, elle l'est beaucoup moins. Alors, fiscalement, des entreprises peuvent créer des fondations et abonder comme ça sur un certain nombre de projets, mais culturellement, la philanthropie est beaucoup, beaucoup moins développée chez nous. Donc, on va travailler plus sur l'intérêt des entreprises de financer même directement des actions sociales, parce que derrière, elles peuvent en tirer un bénéfice en termes de performance économique, mais aussi en termes de performance sociale. On verra si ça marche, hein, comme argument. Au Québec, on a l'appui, qui est une famille d'une grande entreprise qui a vraiment fait un grand don et qui permet justement les proches aidants d'avoir des différents services de répit dans différentes organisations. Donc, c'est vraiment par une entreprise qui a permis de développer plus de répit, plus d'accompagnement pour les proches aidants. Donc, on est dans ce mouvement-là parce que l'État, que ce soit en France ou au Québec, a atteint sa saturation en termes d'offres de services qu'il peut faire. Donc, il faut aller puiser ailleurs, ne serait-ce que dans la communauté, auprès de la famille, pour voir comment on peut les soutenir dans la continuité. Surtout qu'on fait face à une population de plus en plus vieillissante, avec des maladies chroniques. Donc, l'accompagnement ne se fait pas seulement en fin de vie, dans les dernières années ou 6 mois, ça se fait sur les 10 ans, 15 ans d'accompagnement d'une personne dépendante. Donc, il faut revoir notre modèle de financement. Mais il y a un paramètre qui est essentiel. On a parlé de France Répit, la Fondation France Répit. Construire la maison de répit dans la banlieue lyonnaise, c'était un budget de 5 millions d'euros. Il faut aller les chercher, hein. Il faut les trouver aujourd'hui.
Alors, ils ont été trouvés auprès de une fondation d'un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Mérieux, qui a mis à disposition gracieusement le terrain et qui a donné les 5 millions d'euros pour construire la maison et faire tourner la maison. Et du coup, les pouvoirs publics ont abondé à hauteur de un peu moins d'1 million d'euros pour le coût de fonctionnement, pour les salaires des personnes de manière répétée. Mais le déclencheur, ça a été toujours une histoire personnelle. Je vous ai dit, Henri de Rohan-Chabot, il a perdu sa fille, il a été voir les gens de Mérieux, lesquels avaient aussi connu des situations de vie compliquées avec des proches. Et donc, par-delà les organisations, on voit que ce qui déclenche la possibilité de réaliser des choses, c'est le témoignage. C'est le fait d'aller toucher des gens et de revenir à des histoires qui nous rassemblent tous, indépendamment des postes qu'on occupe. Et donc là, on quitte les logiques administratives. Après, on monte des dossiers. On retourne dans la logique administrative quand il s'agit de dossiers, mais l'effet déclencheur, c'est très souvent des histoires personnelles. Qu'on parle de maisons dédiées ou de les maisons Gilles Carle, c'est aussi des histoires personnelles qui se transforment en initiatives et qui, éventuellement, feront des petits dans la communauté. Donc, on verra la suite, mais il y a des projets de 5 autres maisons Gilles Carle au Québec. Ça va permettre plus de répit. Une question? On a une question en ligne. Y a-t-il à Montréal un endroit ou un organisme qui regrouperait toutes les ressources en allant du maintien à domicile jusqu'à l'accompagnement en famille? Alors, bonne question. Il n'y en a pas, à ma connaissance. Il n'y a pas, enfin en France tout au moins. Et je ne suis pas souhaitable qu'il y en ait. Je suis pas sûr que ce soit souhaitable qu'il y en ait un. Parce que ce que l'expérience Mona Lisa nous montre, c'est que la flexibilité, la capacité pour des acteurs de terrain, même sur un territoire tout à fait local, de se mobiliser, c'est ça qui crée du lien et c'est ça qui va participer de la lutte contre l'isolement. Si on voulait créer un lieu ressource, on a évoqué le Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs qui synthétise l'ensemble des informations, mais qui ne pilote pas le développement des projets. Si on voulait de nouveau créer des lieux qui rassemblent l'ensemble des services, alors on risquerait à mon sens de tomber dans les travers qui ont cristallisé nos actions dans le passé, la bureaucratie, hein, je faisais référence au rapport qu'il faut sans arrêt produire. Donc je pense que ça serait une mauvaise idée que de vouloir, ça serait intellectuellement confortable, mais ça serait concrètement dommageable, c'est mon point de vue. Hein. Alors la question c'était vraiment à Montréal, est-ce que des ressources qui permettent de faire l'état de toutes les ressources disponibles? Ben, nous, dans le système de santé, on a un bottin de ressources qui n'est pas toujours, qu'on essaie de mettre à jour. Donc, pour les personnes, il y a Info Social qui peuvent appeler pour avoir information sur les différentes ressources dans la communauté. Donc, j'encourage vraiment les gens à appeler le 811, c'est la ressource pour qu'ils peuvent avoir accès au bottin de ressources et d'informer les gens sur les ressources disponibles à travers le Québec. Donc, c'est une ressource qu'il faut faire la promotion davantage. Donc, le 811, c'est Info Social. 811, c'est une ressource que les gens peuvent appeler pour avoir de l'information sur les ressources qui sont disponibles à travers le Québec. Donc, c'est une première porte d'entrée pour les ressources dans le Grand Montréal. Et puis en France, on a vu aussi, mais ça existe ici aussi, beaucoup de sites participatifs qui sont des sites à destination des aidants, par exemple, qui mettent en ligne beaucoup d'informations, qui sont souvent des sites créés par des gens qui ont eux-mêmes été aidants, qui ont connu la difficulté d'accéder à l'information et qui ont décidé d'y pallier. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ça n'est plus... l'information est devenue accessible grâce au numérique, essentiellement, grâce au numérique. Donc ça doit continuer à se développer. Mais après, l'action... Moi, ma philosophie est faite aujourd'hui sur le fait que l'action doit être essentiellement locale. Oui. Alors, en France, au niveau des départements, oui, il y a des lieux d'information qui sont mal informés. Oui, le conseil départemental qui a la responsabilité d'attribuer des aides financières, des aides sociales, en réalité, l'expérience montre qu'ils sont aujourd'hui, les choses vont tellement vite qu'ils deviennent, hélas, un peu obsolètes. Pas sur ce qui est de leur ressort, hein, ce qui est de l'attribution des aides, ça c'est leur métier, mais sur l'ensemble des ressources qui existent au niveau local. Je vais vous prendre un exemple tout bête, que j'ai beaucoup travaillé. Vous êtes endeuillé et vous avez besoin d'informations. Eh bien, vous ne trouverez l'information concernant le deuil ni en mairie, ni au conseil départemental. Pour eux, cette question-là n'existe pas.
Alors même que les personnes endeuillées sont des gens qui sont des acteurs de leur commune, et en plus ils votent, à la différence des défunts. Donc on peut imaginer que les élus devraient être sensibles à la question des endeuillés. Eh bien, il n'y a pas de mairie qui donne une information structurée. Ils ont des dépliants qu'ils peuvent vous remettre comme ça, mais ça n'est pas structuré, ça n'est pas intégré dans leur champ d'action. Donc il y a quand même pas mal de progrès à faire. D'autres questions, oui, monsieur au fond? Un commentaire. Oui. Juste une remarque. Avec mon épouse, on s'intéresse beaucoup sur les besoins infirmiers à domicile. Dans la montagne avec les époux. Je viens de temps en temps au Montréal, au Québec, j'essaie de voir un petit peu la différence entre très modestement, à 2 ans, la France, entre la France et le Québec. Le Québec, c'est le Canada. Et donc, ça, ils ont développé, parce que ce que vous avez démontré, c'est très intéressant, déjà de voir ces rapprochements. Oui, de comparer, de voir les uns et les autres, ce qu'on peut faire ensemble. Moi, déjà, je vous remercie. Je me suis posé la question. Pourquoi en France, ça bouge pas? Après, ça va être ma propre analyse, mon propre regard. C'est qu'en France, on prend en charge. Quand on a un problème, ne s'inquiétez pas, on prend en charge. Oui, mais est-ce que je pouvais donner? Non, vous n'êtes pas connaisseur, vous n'êtes pas expert, vous ne connaissez rien. Oui, mais je suis parent. On prend en charge l'hôpital. On prend en charge la société. Quel que soit le problème, quels que soient les accidents de la vie, volontaire, voire volontaire, vous suivez. Ça veut dire qu'à un moment donné, on me dit, on responsabilise pas. On est, et ça marche, ça a toujours marché jusqu'au jour où on voit bien maintenant, ça c'est limite. Parce que vous l'avez bien dit, c'est économique, parce que quand on voit les états, sachant que l'on met dedans, prendre en charge 200 000 personnes, alors que c'est un coût abyssal, on peut se poser des questions. Et donc, nous, on s'est posé des questions, on me demande comment, on dit pas qu'aujourd'hui, la politique, on avait dit il y a 15 ans, c'était pas 20 ans, quand j'étais la présidente, c'était à domicile. Et on va aujourd'hui, si vous posez la question, je veux mourir, on n'est pas de la domicile, c'est un domicile. On ne va pas à domicile parce que, tout ce que vous avez dit, il y aura l'accompagnement humain, puis les dents, ce sont les dents, ce sera l'expert. Et le couple des dents aidées, et donc moi j'avais pensé un petit peu il y a un an, mais c'est vrai que le couple des dents aidées, là-dessus, il va falloir travailler, l'aider, l'accompagner. Donc c'est-à-dire cette prise en charge en France, il faut aujourd'hui faire arrêt, et qu'on aille beaucoup plus, parce que vous avez dit, le couple des dents aidées, il faudra accompagner, parce qu'ici, alors maintenant, on ne peut pas parler au nom du Québec, mais moi de ce que je vois, parce que je vous dis, c'est qu'ici, effectivement, il y a une autre approche qui est beaucoup plus dans l'accompagnement, mais qui montre aussi ses limites, parce que les dents ne peuvent pas non plus tout porter. Donc c'est vrai qu'il y a, pour terminer, à mon avis, des échanges forts, de pratiques, Mais l'arrêté en France. Je redis en 2 mots parce que je ne sais pas si les gens qui sont en ligne ont bien entendu, mais On va devoir ouais. suspendre Ok. les échanges pour laisser partir les collègues et puis laisser partir les gens sur le webinaire. Mais merci beaucoup de vos questions et commentaires. Ok. Et puis voilà. Merci beaucoup. Ben merci pour votre intérêt pour ces sujets et puis on vous tiendra au courant parce qu'on va publier des articles et puis on va continuer à travailler ces sujets-là. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Il y a un article dans le cahier francophone des soins palliatifs qui a été soumis, donc qui sera publié d'ici l'année prochaine. Donc, un premier verset. Oui. Voilà. Merci. Soyez à l'écoute de ce qui sera publié.